Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Bail Béton et Wastebox. Merci d'être avec nous sur Bâti Radio, en direct du grand salon Batimat qui a débuté hier et qui se termine vendredi. Et nous allons, dans le cadre de la table ronde quotidienne de Construction 21, évoquer avec nos invités, dans quelques instants, la question des filières et des matériaux biosourcés avec nos invités que je vais tout de suite vous présenter. Nicolas Dutrex, bonjour Nicolas. Bonjour Kenza. Vous êtes cofondateur et directeur associé de Nomadeis. Vous allez nous expliquer ce que vous faites à Nomadeis et quels sont vos objectifs. Bernard Boyeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de BioBuild Concept. Vous allez également nous présenter BioBuild et ce que vous y faites. Florence Talp, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Florence? Ça va bien, merci. Chef de projet pour Envirobat Centre. Alors on va peut-être commencer avec vous Nicolas. Qu'est-ce que c'est Nomadeis? Alors Nomadeis, c'est une entreprise de conseil en environnement. Donc on travaille sur plusieurs questions environnementales. Notamment pour plusieurs secteurs d'activité et en particulier un pôle qui est dédié à la réalisation d'études économiques dans le domaine de la bioéconomie. Et c'est là-dedans que s'inscrivent nos actions de travail sur les matériaux biosourcés pour la construction. Alors c'est des actions sur le national? Alors on fait au niveau national. Donc nous on réalise une quarantaine de projets par an. Oui. Pour 2 tiers en métropole et en outre-mer et 1 tiers à l'étranger. Bon, on va justement rentrer un peu plus dans les détails de ces projets. Bernard Boyeux, BioBuild, qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, on a un bureau d'études spécialisé sur les matériaux biosourcés, sur les développements de filières surtout. Donc pas un bureau d'études au sens technique du terme, mais plutôt au sens développement. Et donc on accompagne quelquefois des entreprises, mais c'est assez rare, mais plutôt des filières sur le remontage. Par exemple sur les filières des bétons, etc. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'international, on en parlera tout à l'heure, oui, je crois. Tout à fait. Florence Talp, vous êtes plutôt en région, donc qu'est-ce que vous y faites au sein de Envirobat? C'est une association qui fait partie du réseau bâtiment durable. En fait, donc on est un centre de ressources pour tout ce qui est toutes les thématiques liées à la qualité environnementale du bâtiment. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est matériaux biosourcés, rendre lisible ce qui se fait sur les territoires, promouvoir les matériaux biosourcés dans la construction, apporter du retour d'expérience. Voilà, on est un peu à l'interface de tous ces acteurs-là, tous les acteurs économiques. Alors, première question qui s'adresse à tous les trois. Celui qui veut répondre le premier sera le gagnant. Alors, c'est quoi les filières biosourcées? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on y met un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est exactement? Qui veut répondre? Je vais introduire. Donc, les matériaux biosourcés, c'est les matériaux en fait, qui sont d'origine, de la matière et d'origine partiellement ou totalement, oui. D'origine animale ou végétale. Qui sont utilisables aujourd'hui. Et qui sont ensuite, après plusieurs étapes de transformation et traités. Et de traitement, oui. Voilà, qui sont ensuite convertis en matériaux de construction, voilà, en alternative à des matériaux conventionnels qui peuvent avoir d'autres caractéristiques, mais aussi parfois d'autres défauts. Donc les matériaux biosourcés, dans certains cas, présentent des avantages en termes de performance, d'esthétisme, voilà, ou d'autres aspects. Et au niveau des filières? Au niveau des filières, moi je pense qu'on est en train de changer un peu de vision. On avait jusqu'à maintenant une vision un peu agricole, oui. C'est-à-dire de partir des matières premières et de la production agricole, la filière chanvre, la filière paille, le lin, le miscanthus, etc. Et puis on s'aperçoit que finalement ça ne correspond pas tout à fait aux besoins du bâtiment. Et moi j'aurais plutôt tendance à caler ça entre 3 grandes filières. Il y a celle des isolants, dans lequel on peut utiliser toutes les fibres végétales, qui sont des matériaux de substitution en fait aux isolants minéraux. Ah oui. Il y a la construction en paille, qui est un isolant aussi, mais qui a une méthode d'utilisation et de mise en œuvre tellement différente, tellement spécifique qu'on ne peut pas trop la mélanger avec les autres. Et puis la troisième, qui est celle des troisième grande classe, des mortiers et les bétons, donc, où on remplace dans des bétons les granulats minéraux par des granulats végétaux. Et Nicolas? Voilà. Je rajouterais une 4e catégorie, mais en premier, qui est donc le bois, et qui est plutôt, oui. Disons, pour toutes les applications en termes de structure, on va dire, principalement. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, comment se positionne aujourd'hui le milieu de la construction vis-à-vis de ces produits, en tout cas biosourcés? Ah bah oui, parce qu'il faut quand même qu'on sache comment est-ce que le milieu est ouvert à ce genre de choses de plus en plus, ou est-ce que vous sentez quand même que c'est quand même difficile? Alors, moi, je pense qu'il y a quand même une belle évolution depuis quelques années, une évolution certaine.
Par contre, effectivement, c'est un changement de culture, c'est un changement d'habitude. Oui. C'est les choses qui sont les plus difficiles à faire évoluer. Donc ça remet en question pas mal de choses. Donc voilà, au niveau de la commande, la maîtrise d'ouvrage publique est de plus en plus incitée à le faire. Donc elle tire un petit peu aussi les différents acteurs sur les territoires. Oui. Elle tire certaines filières, et la filière paille, par exemple, en région centre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la paille. Voilà, se démarque de plus en plus dans les constructions publiques, mais aussi dans le privé. Donc voilà, je ne sais pas la question du coup, est-ce que les professionnels... Oui, comment les professionnels justement des entreprises, des constructeurs... Alors les constructeurs, c'est plus difficile en fait. Les constructeurs, ça va dépendre. Ceux qui ont la culture de la construction de bois, ils ont plus facilement accès à... ils s'interrogent moins sur le recours aux matériaux biosourcés, mais ceux qui sont dans le secteur du parpaing, du béton pur, c'est de plus en plus, on voit des grandes majors qui vont sur les matériaux biosourcés, mais sur l'entreprise locale, avec ses habitudes de fonctionnement. Après, il y a tout ce qui est circuit de distribution aussi, connaissance des matériaux, accessibilité des matériaux, coût des matériaux. Donc tout ça, ça génère aussi des difficultés dans le changement. Mais alors justement, comment est-ce qu'on arrive à convaincre ceux qui sont encore frileux face à ces choses raisonnables qui sont finalement intéressantes et plus importantes? Je pense que le développement de ces filières, en fait, il faut avoir quand même en tête, en parallèle, l'idée qu'il y a une offre qui est quand même en train de se structurer, parce que quand on dit matériaux biosourcés, parfois on fait référence à des matériaux traditionnels qui sont bien connus des entreprises artisanales, du bâtiment, etc. Mais il y a aussi toute une nouvelle gamme de produits, et ça peut prendre avec des exigences de performance modernes, avec des matériaux très pratiques. Voilà. Et ça prend du temps de développer ces matériaux. Nous, on accompagne des industriels, donc Nomadeis, dans le cadre de nos activités. Oui. Et parfois, pour mettre au point vraiment des produits avant qu'ils arrivent vraiment sur le marché, il faut 3, 4, 5, 7 ans. Cette partie de l'offre est quand même déjà largement en train de se structurer, avec de plus en plus de produits qui couvrent de plus en plus d'applications, de plus en plus de gammes. D'accord. Donc c'est des filières qui sont fiables aujourd'hui, en qui on peut avoir totalement confiance. Voilà, les produits qui sont mis sur le marché, de toute façon, ils sont soumis. Donc ça dépend des matériaux, ça on en parlera peut-être plus tard, mais bon voilà, il y a plusieurs types de réglementation, mais voilà, ils sont quand même soumis à des tests et à des normes, des réglementations, donc les produits qui sont mis sur le marché, ils sont fiables. Donc ça c'est pour l'offre. Oui. Donc ça prend du temps, mais il y a des gros industriels français ou étrangers de la construction qui développent ces produits maintenant. Voilà. Et il y a aussi dans toutes les régions beaucoup de filières plus locales qui émergent. Donc du côté de l'offre, il y a un vrai dynamisme. Et après, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, du côté de la demande, c'est vrai que donc il y a ces matériaux qui sont traditionnellement assez bien connus des entreprises, mais comme on essaie d'en faire des versions un peu améliorées, c'est-à-dire que le but c'est pas de ressortir les matériaux qu'on utilisait il y a 150 ou 200 ans. Mais alors juste un exemple pour qu'on puisse comprendre, par exemple, quels sont les produits qui ont évolué ou les Typiquement, Bernard parlait tout à l'heure des filières les bétons, donc les bétons végétaux. Donc aujourd'hui c'est des granulats végétaux qui sont ensuite associés avec des liants, si possible également biosourcés. Et donc par le passé on avait certaines formes de construction traditionnelles, mais qu'on ne pourrait pas remettre en place aujourd'hui. Donc aujourd'hui on remet en place des bétons végétaux, mais qui correspondent donc aux normes, aux attentes et aux besoins des usagers du bâtiment d'aujourd'hui. Oui, moi je pense qu'il y a un vrai problème de maturité des filières qui sont très inégales, les unes à côté des autres, qui avancent plus ou moins vite. C'est vrai que quand on est sur des isolants, c'est relativement simple parce qu'on rentre dans les systèmes de la vie technique très classiques, ça répond très bien. Voilà, multiplaine. Quand on est sur les granulats, un des gros problèmes aujourd'hui, il n'y a pas de normes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on réessaie tout, on refait les essais pour vérifier que tel granulat fonctionne bien avec tel liant, etc. Et donc par exemple c'est un sujet sur lequel on travaille avec un groupe d'industriels pour aller vers une normalisation de ces granulats. Et tant qu'on n'aura pas ça, je pense qu'on est dans un marché qui aura beaucoup de mal à vraiment exploser. Et par contre, pour faire une norme, aujourd'hui ça se passe au niveau européen, c'est 4, 5, 6 ans. Donc, alors justement, vous Bernard, vous avez accompagné plusieurs projets de développement de filières en France et en Afrique. Alors on a parlé de la France, mais alors il se passe quoi en Afrique? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ce type de sujet?
Non, pas du tout. Je pense que l'Afrique, c'est vraiment un sujet très très important aujourd'hui parce que nous, on a fini de construire en fait. Si on est raisonnable, on va déconstruire plutôt que construire. Hein. Si on est dans les logiques de sobriété ou pour employer dans un mot tendance de frugalité, on devrait diminuer la surface par habitant et comme le nombre d'habitants stagne ou diminue, le monde occidental normalement devrait avoir de moins en moins de bâtiments. Donc on fait plutôt notre problème, c'est la rénovation. L'Afrique, c'est exactement l'inverse. Je crois que c'est 70% des bâtiments qui devront être là en 2050 ne sont pas construits. Donc, quand vous regardez les coupes démographiques, il y a tout à faire en fait. L'Asie, c'est en train de stagner et les seules régions qui va continuer à exploser pendant des dizaines d'années, c'est l'Afrique. Donc, il y a un enjeu énorme et il y a un enjeu climatique aussi. On sait qu'en France, quand on construit un bâtiment, 60% du carbone vient des matériaux. Je n'ai pas de chiffres sur l'Afrique, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Donc l'enjeu, il est pour eux parce qu'il y a un besoin de matériaux auxquels on n'ose même pas penser, tellement c'est énorme. Oui. Et des impacts sur le climat qui risquent d'être très très lourds si on n'utilise pas autre chose que du béton et de la tôle. Alors j'ai cru comprendre, Florence, que dans la région où vous êtes, plusieurs bâtiments ont été, en tout cas, se sont présentés au Green Solution Awards, de la construction 21. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui a été fait et de ce qui a été récompensé ? Alors en fait, on a proposé aux lauréats du palmarès, parce que tous les 2 ans, EnviroBâTi organise un palmarès des bâtiments biosourcés. Oui. L'idée de ce palmarès, c'était de montrer qu'il était possible de faire avec des matériaux biosourcés, de témoigner par l'exemple, en fait, et puis de valoriser aussi les compétences, les savoir-faire et les acteurs du territoire. Et donc là, pour cette 3e édition, on a proposé aux lauréats des éditions précédentes de candidater au Green Solution Awards. Dans différentes catégories, notamment la catégorie bas carbone. Et donc effectivement, il y a plusieurs projets qui ont été 2-3 projets, je crois, qui ont été mis en valeur dans le cadre des Green Solution Awards. Et il y a eu une mention, je crois qu'il y a eu la communauté de communes de Loches a eu la mention du jury étudiant au niveau de l'international. Oui. Donc c'est intéressant. Et puis là, cette année, donc, on fait la 3e édition du palmarès. On a 26 projets qui ont été déposés. Donc il y a des beaux projets. Et on se rend compte aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des entreprises qui commencent à déposer des projets aussi. Donc voilà, c'est bien. Des entreprises, on a des ateliers, on a vraiment tout type d'habitation, de l'habitat individuel, une vraie prise de conscience, de la rénovation, des centres socioculturels. Enfin voilà, ça touche un peu tout type de bâtiments. Et donc voilà, donc au niveau des réalisations, il y en a, je peux vous donner l'exemple de Nazel-Négron, où il y a des habitats en bande, logements sociaux en bande qui ont été faits avec de la paille par exemple. Ça c'est à Nogent-le-Rotrou. À Nazel-Négron, il y a un centre culturel qui a été fait avec une isolation extérieure avec de la chaume. Oui. Voilà. Et puis, on a aussi des maisons individuelles en paille et en bois. On a des rénovations qui ont été faites. La rénovation de Muret qui a été aussi mise en valeur dans le cadre des Green Solution Awards, qui fait appel au béton de chanvre, justement. Parce que la question qu'on se pose aussi, pardonnez-moi, mais est-ce qu'en matière de rénovation, est-ce que le pari est le même ? Il est encore plus intéressant dans le secteur de la rénovation parce que, surtout du bâti ancien. Alors, moi, en région centre, on a beaucoup de bâtis anciens et c'est vrai que les matériaux biosourcés apportent un confort thermique, hygrométrique, contribuent à apporter de l'inertie aussi au bâtiment et puis il va respecter aussi le fonctionnement du bâti ancien. Donc, sur le bâti ancien, il y a vraiment... je parle du bâti ancien parce qu'il a un fonctionnement particulier, mais c'est intéressant aussi pour d'autres types de bâtiments beaucoup plus récents. Mais en rénovation, oui, il y a des choses très intéressantes à faire. Et tout en gardant la conception architecturale, sans changer quoi que ce soit sur l'architecture, Nicolas ? Oui, parce qu'en fait, par rapport à votre question qui est est-ce qu'on peut tout faire avec des matériaux biosourcés en alternative aux matériaux conventionnels. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de bien regarder pour chaque type de matériaux, chaque type d'application, les avantages et en fait leur performance. Et après, il ne faut pas forcément chercher à tout faire avec les matériaux biosourcés, mais on peut faire énormément de choses. Mais en fait, ça pose pas de problème. En fait, c'est-à-dire que s'il y a certaines fonctions, je sais pas, de rigidité ou de support qu'ils ne peuvent pas forcément rendre, dans ce cas-là, en fait, on a un projet hybride où on peut utiliser aussi d'autres matériaux. Il ne faut pas vouloir être exclusif. En fait. Alors, on parle beaucoup d'avantages, mais on parle rarement de quels sont les... justement, parce qu'il n'y a pas que des avantages quand même, il y a bien des problématiques liées justement à ce genre de matériel. Franchement, est-ce qu'on maîtrise tout à 100%?
Est-ce qu'on sait comment ces matériaux vont évoluer avec le temps, avec les problématiques climatiques, tout ça? J'ai envie de poser la question, est-ce que pour tout type d'isolant, ça c'est une question de politique, ça c'est une réponse de politique. C'est vrai, ça se pourrait, ouais, mais vous avez fait de la politique, mais en même temps, mais en même temps, c'est vrai quand on y réfléchit. Enfin, nous, on a fait un retour d'expérience sur l'utilisation des matériaux biosourcés dans le bâtiment ancien, et en fait, effectivement, les questions sont les mêmes sur des isolants traditionnels. Enfin, voilà, tous les isolants n'aiment pas l'eau. Nicolas. Nous, on travaille beaucoup avec l'Association pour la qualité de la construction, qui font aussi des retours d'expérience, des post-occupancy assessment, comme on dit, en bon français. Oui. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la problématique, c'est pas forcément le matériau, comment est-ce qu'il va vieillir, etc., mais très souvent, c'est la façon dont il a été mis en œuvre. Et donc, le principal problème qu'on a, c'est de bien développer dans tous les territoires des savoir-faire suffisants pour les différentes filières en question, pour que les matériaux soient posés dans des bonnes conditions et en respectant les cahiers des charges. Voilà. Ces matériaux-là, en fait, ils ne pardonnent pas. Oui, c'est ça. Alors, la mauvaise mise en œuvre. Ouais. Alors, justement, une question qui peut-être qui s'adresse à vous trois, puisque vous êtes des spécialistes. Alors, si j'ai une maison 100% biosourcée ou un immeuble 100% biosourcé, est-ce que je rajoute des polluants supplémentaires dans mon habitat ? Moi, je ne poserai pas la question tout à fait comme ça. Pourquoi Ça aussi, c'est politique. Ça, c'est politique, non, ça non, encore. c'est pas politique. Non, vous allez voir pourquoi c'est pas politique. Non, mais je veux dire, c'est une pas fois qu'on a politique créé... parce que c'est vrai que quand on parle de qualité de l'air intérieur, on a tendance à parler des polluants. Mais oui. Mais c'est surtout cette question-là en matière de qualité. Là, les matériaux, ils sont tous soumis à la même règle d'un contrôle, etc. Donc, on est tous dans la même galère et le même problème. Nicolas, vous n'aimez pas cette question? Non, moi, j'aime beaucoup cette question parce qu'il y a quand même un sujet sur lequel il faut faire très attention avec les matériaux biosourcés. C'est que la pollution dans les bâtiments, au-delà des composés organovolatiles, il y a toutes les moisissures, etc. Et là, on est sur du végétal. Alors, les moisissures se développent partout. Parce que le foin, c'est sympa, mais si ça moisit... On est quand même sur un support sensible. Donc, il ne faut pas minimiser la mise en œuvre, etc. Non, mais la question que Bernard l'a reformulée... oui, non, mais il va faire mon métier bientôt, Bernard, il va prendre ma place. C'est presque l'inverse de votre a priori, parce que au contraire, il y a eu des études pour essayer de prouver que ces matériaux amélioraient, en fait, avaient un rôle favorable dans la qualité de l'air, notamment parce que ça peut être des matériaux plus respirants, qui gèrent mieux l'hygrométrie, donc mieux justement la partie humidité qui peut provoquer des moisissures, etc. Donc au contraire, il n'y a pas d'études qui permettent de le prouver factuellement, mais il y a plutôt des recherches pour essayer de voir en quoi ils auraient un impact positif sur la qualité de l'air. Je crois qu'on est sur ce sujet des biosourcés, on a autant d'a priori négatifs que d'a priori positifs. Je trouve que les a priori positifs sont aussi dangereux que les a priori négatifs. Oui. Et tous les gens qui affirment c'est des matériaux sains, etc., moi je pense que c'est plus compliqué que ça. Et sur l'aspect sanitaire, je pense qu'il reste énormément de travail à faire, comme dans tout le monde du bâtiment, mais sur cela en particulier, où jusqu'à maintenant on est un petit peu... Donc ça fait partie des enjeux finalement, parce que c'est la question finale finalement que j'ai envie de vous poser. Est-ce que ça fait partie des enjeux de développement des filières biosourcées et surtout des matériaux ? C'est un enjeu, mais il ne faut pas oublier que les enjeux prioritaires, c'est quand même la problématique de l'épuisement des ressources rares. Et donc, le secteur du bâtiment est un énorme consommateur de ressources et un énorme producteur de déchets. Enfin, 70% des déchets à l'échelle de la planète, c'est le secteur de la construction. Donc le premier, c'est quand même, on a, avec ces filières, c'est pas exclusif, mais avec ces filières, entre autres, on a la possibilité d'avoir des matériaux renouvelables. Et donc ça, c'est un des premiers défis. Le deuxième défi, c'est quand même le secteur du bâtiment, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre et 35% des consommations énergétiques. Donc, à condition, comme on le disait avant, qu'ils soient bien utilisés, en fait, ces bâtiments, ils vont permettre de réduire le bilan carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc c'est un travail de tous les secteurs, en fait. Et améliorer les consommations d'énergie. Et aussi notre impact en termes de ressources, d'épuisement des ressources aussi. Donc l'avenir pour l'habitat 100% écologique, c'est quoi? Alors c'est quoi votre habitat idéal, vous, Nicolas? Justement, c'est dans une maison de paille? Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est... Ah ouais, mais j'adorerais, avec des enduits de terre, ça serait fabuleux. En fait, vous, c'est la yourte. Non, pas du tout, même pas. Je vous avoue sincèrement, il y a un truc, c'est quoi pour vous, il y a un test qui est super. Vous emmenez des acteurs en plein été canicule, là, comme on avait vu, dans une maison en paille. Mais il fait frais? Mais oui. Alors là, je vais vous dire un truc. Vous ressortez, tout le monde devient écolo, ça c'est clair. Merci, je passe pour... Je vais vous donner un exemple africain. Oui, voilà, donnez-nous un exemple africain. D'une case africaine très classique avec un toit en chaume de roseau dessus de 40 cm.
pas de porte, pas de fenêtre. On mesure la température à l'extérieur, à l'intérieur, il y a 4-5 degrés d'écart. Ah oui. Voilà. Donc ça fait partie des dossiers qui vont être fibrés. Mais disons, la maison idéale, si on se place dans la perspective de la nécessaire transition écologique du point de vue de la biodiversité, les ressources, les émissions de gaz à effet de serre, etc., la maison idéale, en fait, elle ne va pas reposer sur une solution unique, matériaux biosourcés. Non. Il va falloir recourir, le défi, il est énorme. Donc, en fait, il va falloir recourir à toutes les possibilités, c'est-à-dire mieux concevoir les bâtiments avec des approches bioclimatiques, indépendamment des matériaux. Voilà, utiliser des outils numériques de meilleure compréhension pour ajuster les besoins. Donc, par exemple, on n'y est pas encore, mais par exemple l'utilisation du BIM pour la conception des matériaux des bâtiments, ça permet d'ajuster exactement les quantités nécessaires de différents matériaux. Et après, les matériaux, les biosourcés, là où on peut valoriser leurs avantages, et d'autres matériaux qui présentent aussi des avantages intéressants. Il y a le réemploi aussi. Bernard. Oui, il y a un élément. On a parlé du bilan carbone, mais c'est un morceau du problème du climat. Il y a le problème du stockage du carbone, qui est quelque chose de totalement différent. Or, si on se fie à ce que nous dit le GIEC, et je pense que depuis 30 ans qu'il parle, on peut bien l'écouter. On peut bien les écouter. En fait, si on ne va pas vers ce qu'on appelle des émissions négatives, c'est-à-dire du stockage, on n'arrivera jamais à nos 2 degrés, même 3, c'est même pas sûr qu'on y arrive. Donc il faut absolument stocker du carbone. Et le bâtiment, c'est un endroit fabuleux pour stocker du carbone, parce que les bâtiments durent longtemps. Et pour stocker du carbone dans les bâtiments, il n'y a pas d'autre solution que les matériaux biosourcés et le bois. Et en particulier, tous les matériaux qui poussent très vite, parce qu'on restocke du carbone très très vite. Et ça je pense que c'est un élément... Alors, c'est une grande discussion, il y a un grand suspense en ce moment de savoir si ce sera dans la future RE 2020. On ne sait pas encore tant qu'on l'a pas vu. Sur le stockage, on ne sait pas, mais c'est un enjeu absolument indispensable. Nicolas, je vais vous donner le mot de la fin parce que vous êtes bavards tous les trois. Vous êtes, une partie de ces matériaux sont des coproduits ou des sous-produits agricoles, mais une autre partie, effectivement, en fait, relève plutôt de l'économie circulaire et donc sont le réemploi de déchets qui peuvent éventuellement venir d'autres secteurs. Donc ça, c'est aussi très important. Voilà, c'est l'avenir. Voilà, si on veut en tout cas, c'est un sujet passionnant. On pourrait en parler encore pendant des heures et des heures, sous une maison en foin ou sous une tente en Afrique. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir échangé sur justement ces questions des filières et des matériaux biosourcés. Nicolas Dutrex, merci, cofondateur et directeur associé de Nomadeis. Le site internet, c'est www.nomadeis.com. Très bien. Bernard Boyot, directeur de BioBuild Concept, on va également donner le site internet, s'il vous plaît. biobuild-concept.com. Et Florence Talp, chef de projet pour Envirobat Centre, on va également donner le site. Envirobatcentre.com. Tout simplement. Eh bien, écoutez, bon combat, parce que je sens que c'est un combat commun que vous avez, en espérant vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Baille Béton et Wastebox.